Moteur! Allons-y! Moteur! Das ist ja wunderschön. Ja, die Azaleen da. Hier gibt es auch Gemüse. Bisschen Kräuter, auch Rosmarin. Hier ist rote Beete. Das ist Fenchel. Évidemment, entre ces oiseaux, cette musique et cette voix allemande, vous pouvez imaginer que je vais parler d'un film dont tout le monde parle, et pour cause, parce que c'est quand même un film d'un grand intérêt, et justement ça tombe bien parce que le titre du film c'est La zone d'intérêt. Jonathan Glazer n'est pas à son premier film, mais honnêtement, alors j'ai malheureusement pas vu le premier, donc je ne peux pas vous en parler, mais c'est prévu, ça fait partie des choses que je dois faire. Et en revanche, j'ai vu le film La zone d'intérêt de Jonathan Glazer à Cannes, quand il est sorti. Moi, honnêtement, quand je suis sorti de la projection, je me suis dit « Ah, nous avons la Palme d'Or ». Bon, ça n'a pas été ça, c'est quand même le Grand Prix, c'est pas mal, mais enfin bon. Après, comme je n'ai pas vu la Palme d'Or, dont tout le monde parle aussi, je ne peux pas dire s'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Moi, je vous parle aujourd'hui de La zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Alors, sachez quelque chose, j'en parlerai sur aujourd'hui lundi, mais également jeudi. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de choses à dire, parce que c'est un film extrêmement complexe à analyser et qui mérite qu'on s'y arrête. Alors, la zone d'intérêt, vous le savez ou vous ne le savez pas, c'est ce territoire, ce périmètre qui entourait Auschwitz et Birkenau, les camps d'extermination. Cette zone d'intérêt était ainsi nommée par les nazis. Et en effet, le commandant qui commandait ce camp, Rudolf Höss, a existé. Et en effet, il avait sa maison le long du mur qui entourait le camp d'Auschwitz. Et en effet, il avait une femme, Hedwig Höss, et des enfants. Tout ça est vrai. Donc la base est vraie. Mais entre le film et la réalité, il y a eu un livre. Il y a eu un livre qui était signé Martin Amis et qui portait d'ailleurs le même titre que le film. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le film, comme toujours. Et la version, le regard que nous propose Jonathan Glazer, apporte beaucoup plus qu'un récit, beaucoup plus qu'une histoire. C'est une réflexion sur le mal, sur l'homme, ici précisons aussi sur la femme, parce qu'ici Hedwig est quand même assez monstrueuse. Elle joue d'ailleurs un rôle énorme. C'est elle qui fut nommée, c'est connu, dans les archives, on le sait, la reine d'Auschwitz. C'est précisé dans le film, et elle est très contente d'annoncer qu'on l'appelle la reine d'Auschwitz. Elle s'en flatte, elle en rit, comme une sotte, ou comme une gamine, on ne sait pas. Signalons d'ailleurs d'emblée que la comédienne, Sandra Hüller, qui tient le rôle de Hedwig, méritait largement un prix. J'espère qu'elle aura peut-être un Oscar, je ne sais pas, mais parce qu'elle est formidable. Et d'ailleurs, à la fin du film, on se dit, surtout qu'elle jouait évidemment à Cannes dans 2 films très différents, il y a une belle réflexion. Alors moi, je vous propose qu'on écoute ce que dit Sandra Hüller. Elle a été interviewée et on lui demandait comment elle était entrée dans son personnage, qui est quand même un personnage monstrueux. Ben vous allez l'écouter, parce qu'un comédien, c'est pas uniquement avoir une belle gueule et puis bouger devant la caméra, c'est réfléchir au personnage dans lequel on va entrer. On écoute. Je pense que ce n'est plus un secret que je ne voulais pas jouer ce rôle tout d'abord. Je me suis rapidement rendu compte, en parlant avec Jonathan Glazer et son équipe, que ça ne parlait pas de la personnification de cette personne, mais d'enquêter le phénomène de l'ignorance et de mettre la lumière sur le fait que être fasciste est une décision que l'on prend, parce que chaque être humain a la capacité de faire du mal à d'autres. Et il faut faire très attention avec les choses que nous pensons et les actions que nous entreprenons. C'était une approche plus générale, ce n'était pas un biopic. Si cela avait été le cas, j'aurais refusé. Parce que pourquoi est-ce que je mettrais mon empathie et mes efforts
dans cette personne-là, ça n'aurait aucun sens. Mais cette approche d'enquête de Jonathan et le choix artistique qu'il a fait et l'utilisation de 10 caméras cachées à travers la maison pour que l'on soit sous surveillance constante et qu'il choisisse Mica Levi pour la bande originale et Johnny Byrne recréera ces bruits qui venaient du camp que nous n'entendions pas en filmant, mais dont nous étions conscients qu'ils seraient là dans le film monté. Toutes ces choses-là. Voilà, donc vous l'avez compris, la comédienne peut rentrer dans un personnage parce qu'elle a réfléchi à la façon dont le réalisateur allait filmer, et donc elle a pu prendre conscience de ce personnage qui a choisi l'horreur. Alors, pourquoi ce film est-il exceptionnel ? Parce qu'il l'est. C'est qu'il ose nous montrer une confrontation entre l'horreur absolue, l'enfer, et la douceur de vivre, paradisiaque, de cette famille allemande. Et ce qui ajoute l'horreur de la situation, c'est que justement, derrière ce mur, dans ces camps d'extermination des Juifs, rien ne nous est montré, mais en revanche, nous entendons tout, constamment. C'est un bruit constant. Ça veut dire que c'est nous qui créons l'image. On ne la voit pas, mais on entend. Et par les bruits que l'on entend, on se fait une image, on y met une violence qui est la nôtre, et on y voit des images, évidemment, parce que depuis maintenant, on le sait, quand même, tous les médias de tous horizons ont cessé de nous montrer des images de ces camps, des images qui nous hantent. Et le réalisateur, en choisissant ce procédé, nous met dans l'enfer des camps. Nous sommes dans les murs, derrière ce mur. Nous vibrons avec les prisonniers, et c'est donc d'autant plus monstrueux de voir cette famille vivre comme si la cheminée qui crache des flammes derrière eux, qui brûle à une cadence infernale des Juifs par centaines, pendant des jours, n'existait pas. Et ce qui rend cette famille encore peut-être plus irréelle, c'est là encore le choix très particulier de la filmer du réalisateur. Alors évidemment, on vient d'entendre Sandra Hüller qui en parle, mais je crois qu'il faudra y revenir évidemment. L'image est glaciale, ça la rend extrêmement plate, tant par la lumière que par les cadrages. Ce sont des personnages qui passent dans les mêmes lieux, des couloirs, des portes, des escaliers, un peu comme un jeu vidéo, où vous pourriez être le sniper. Et donc, c'est comme si nous étions en embuscade, on n'aurait plus qu'à flinguer, mais on ne le fait pas, ou comme dans un jeu de télé-réalité, où les protagonistes vaquent n'importe comment, font n'importe quoi, et ils sont filmés à leur insu. Pour nous mettre en condition, pour entrer dans le film, Jonathan Glazer a choisi de nous concentrer sur, donc je vous l'ai dit 100 fois, des sons en projetant une image, et là il faut oser, c'est une image noire. D'ailleurs, quand j'étais là, je me souviens qu'à Cannes, tout d'un coup, quand j'ai vu cette image noire qui n'en finissait pas et on avait juste le son, je dis à Miel, je me suis dit là il doit y avoir un problème de projecteur, j'ai pensé que c'était une panne, vous voyez, il y a une image noire avec des sons, et évidemment, on écoute jusqu'au moment où ça dure, je ne sais pas, j'ai pas calculé, mais à mon avis, plus de 3 minutes. Hein. Et puis cut, c'est-à-dire sans fondu enchaîné, sans rien. Du noir, on passe à l'Éden. C'est une image baignée de lumière, une scène bucolique, un tableau impressionniste, un pique-nique de campagne au bord d'un fleuve. Donc là, il y a un hiatus tellement énorme que, évidemment, on s'interroge, quoi. Là aussi, on se dit, il y a le noir et le blanc. Le noir et la lumière. Et donc, dans ce pique-nique, le plan est large, la focale est courte, et ça permet de voir une famille qui est complètement intégrée dans ce paysage extrêmement paisible. Tout semble normal, avec cependant un plan moyen sur un homme qui est debout, en slip de bain, les mains sur les hanches, il veille, il surveille. On saura plus tard, évidemment, que c'est le fameux colonel qui commande le camp d'Auschwitz. Il laissait cette belle famille
remonte vers la voiture. Je crois même d'ailleurs que c'est le colonel, ou à l'époque il était encore commandant, mais vous allez voir, il va passer très vite colonel parce que il est très efficace dans le boulot qu'il fait. Je dis ça évidemment avec beaucoup d'ironie, vous l'avez compris. Mais ce qui est la réalité, c'est considéré par Hitler comme il arrive à brûler un maximum de juifs en très peu de temps. Il est formidable, hein, ça c'est quand même, et donc il est récompensé par l'État. Et donc il a un bébé dans les mains, le dernier bébé dans les mains. Et puis, il passe par un chemin très sinueux qui est à travers les herbes folles, etc., etc. Et puis ensuite, plan qui suit, ils sont dans la voiture, il commence à faire nuit, et là, ils sont sur la route, ils vont vers une ligne droite, mais dans la nuit. Là aussi, tout ça est en contrepoint. Est-ce que le bonheur, il est sinusoïdal? Est-ce que le malheur, il est en ligne droite? On n'en sait rien, mais enfin, c'est là. Ça veut dire que quand on décortique une image, on peut pas prendre le temps de décortiquer toutes les images, mais on voit bien qu'il y a du sens, ça n'est pas n'importe quoi. Quand on arrive à la maison n'est pas filmée comme un bel objet que la lumière pourrait sublimer. Non, il y a rien d'esthétique, il y a rien de chaleureux. C'est certainement pas ce que voulait faire Jonathan Glazer, évidemment. Rien de chaleureux, il y a des gens qui circulent, tous filmés de la même façon, parce que le réalisateur a placé, Sandra Hüller le disait, des caméras à des points stratégiques, et ce qui fait que d'ailleurs aussi les comédiens, ils n'avaient pas à soigner leur image par des maquillages ou je ne sais quoi, parce que ils savaient même pas quelle était la caméra qui les filmait. C'est au montage que le choix a été fait. Ils ne savent pas. Ils marchent dans cette maison, dans les couloirs, un peu partout, mais voilà, ils sont filmés en même temps par plusieurs caméras. Je vous propose de vous parler de la suite du film jeudi prochain.